nous sommes le 8 mai. Il y a tout juste 74 ans, l'Allemagne nazie capitulait et le monde entier découvrait l'ampleur de ses crimes. La Shoah, 6 millions de Juifs assassinés, Auschwitz, Birkenau, Bergen-Belsen, Theresienstadt. 74 ans plus tard, les témoins sont rares, leur donner la parole est indispensable, surtout lorsqu'ils sont les auteurs de livres absolument admirables. Je reçois ce soir 2 d'entre eux, 2 survivants. Bonsoir Ginette Kolinka. Bonsoir. Bonsoir Élie Buzyn. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir tous les 2 accepté cette invitation ce soir sur le plateau de la Grande Librairie. Ginette Kolinka, vous avez 94 ans. Je ne peux pas le dire. Je suis un cœur à prendre. Je vais le dire autrement. Vous êtes Non, né je blague. le 4 février 1925. Voilà. Petite dernière d'une famille de 6 sœurs, mais un frère, Gilbert, naîtra 7 ans plus tard. Oui. Depuis le début des années 2000, Ginette Kolinka, vous accompagnez des lycéens, parfois même des élèves beaucoup plus jeunes de CM2, dans les camps d'Auschwitz et de Birkenau. Vous avez été dénoncé, puis arrêté, puis déporté au camp de Birkenau le 16 avril 1944, à l'âge de 19 ans. Vous y êtes resté jusqu'en janvier 1945, où vous avez été transféré à Bergen-Belsen, puis à Theresienstadt. Vous publiez avec la journaliste Marion Ruggieri « Retour à Birkenau », c'est aux éditions Grasset. Élie Buzyn, vous avez 90 ans. Vous Oui, êtes et né, des poussières. Et des poussières. Oui, puisque vous êtes né le 7 janvier Exactement. 1929, en Pologne, à Lodz, dernier d'une famille de 3 enfants. Vous avez été déporté à Auschwitz à l'âge de 15 ans, en août 1944, lorsque le ghetto de Lodz a été liquidé. Vous êtes resté à Auschwitz jusqu'à son évacuation par les nazis et la marche de la mort, à l'hiver 1945, 80 km à pied, par moins 20 degrés, jusqu'au camp de Buchenwald. Vous publiez Ce que je voudrais transmettre, lettres aux jeunes générations, aux éditions Alizio, les mêmes éditions Alizio qui font paraître en poche votre précédent livre, Élie Buzyn, intitulé « J'avais 15 ans ». On va parler de ces livres, de vos témoignages. Ginette Kolinka, Élie Buzyn, la première question, c'est celle du temps qui passe et du temps que l'on va rembobiner ensemble. Quand et pourquoi avez-vous commencé à retourner à Auschwitz et à Birkenau, Ginette Kolinka? Alors, quand et pourquoi? Pourquoi? C'est le hasard qui a voulu. Sinon, jamais j'aurais pensé retourner là-bas. Il n'était pas question, c'était pas la peine que les souvenirs étaient dans ma tête, je n'avais pas besoin de revivre des choses comme ça. Seulement, il s'est trouvé que je fais partie d'une association qui s'appelle l'Union des déportés d'Auschwitz. Le président de mon association avait l'habitude d'emmener un même groupe de femmes qui accompagnaient, un même groupe de déportés qui accompagnaient des élèves pour les emmener en Pologne. Et il s'est trouvé qu'une était malade et donc il m'a demandé de la remplacer. J'avoue franchement que tout de suite, ça a été non. Oui, vous racontez que vous avez commencé par être dans le refus, mais catégorique. Oui, mais oui, naturellement. Pour moi, il n'était pas du tout question que je retourne sur des lieux où moi, personnellement, j'ai souffert, mais j'ai eu la chance de revenir. Mais par contre, tous ceux qui ont été déportés avec moi, personne n'est rentré. Donc, je ne voyais pas la nécessité d'aller là-bas et de revenir et de retrouver tout ça. Et pour moi, j'étais rentrée le jour où j'ai appris que j'étais libérée. Eh bien, j'ai su que jamais je ne reparlerai de cette histoire. Et j'ai tenu le choc pendant très, très longtemps. Même ma famille ne m'a jamais entendu parler. Vous racontez dans ce livre que vous n'en parliez pas même à votre mari. Mon mari n'a jamais su ce que j'avais vécu, mes sœurs n'ont jamais su, personne n'a su, ma mère encore moins, parce que mes sœurs, mon mari, il y avait quand même la télé, il y avait des lectures, tandis que ma mère était illettrée. À la radio, on ne parlait surtout que des déportés résistants. Et moi, je n'allais pas dire à ma mère, raconter à ma mère tout ce que j'avais vécu, alors que j'étais la seule à être rentrée. Pauvre femme, je lui aurais brisé le cœur. Non, je lui en ai jamais parlé. Quel a été le déclic et pour quelle raison avez-vous fini par accepter d'aller
à Birkenau? C'est mon bon cœur qui m'a perdu. Ce président d'association voulait que je remplace cette dame qui n'était pas là et qui ne pouvait pas y aller. Et comme ça, il a su me dire que ça lui rendrait service que j'accepte. Du coup, comme ça lui rendait service, j'ai accepté. Et jamais, jamais je n'ai regretté d'avoir dit oui. Élie Buzyn, qu'est-ce qui vous a conduit, vous, à revenir à Auschwitz? Moi, c'est pas tout à fait le hasard, c'est notre fils. C'est grâce à lui que j'ai changé d'avis. Parce que, comme disait Ginette, moi aussi, j'avais décidé, après la libération, en arrivant en France, j'ai décidé que je ne retournerai jamais dans les pays. D'abord, je pensais qu'il n'y avait que l'Europe de l'Est qui avait participé au génocide des Juifs. Et je me suis rendu compte après qu'il y avait aussi l'Europe de l'Ouest qui a participé, soit activement, soit passivement, au régime nazi-allemand. Et par conséquent, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quitté l'Europe, parce que j'estimais que toute l'Europe avait trompé dans le crime et que le sol européen, et notamment la Pologne et l'Allemagne, étaient imprégnés du sang et des cendres des 6 millions de nôtres. Je ne sais pas si on se rend compte dans des populations extra-juives et de savoir ce que ça veut dire 1 million de victimes. 1 million. Quand il y a un carambolage sur l'autoroute du Sud avec 40 blessés ou 40 morts, le monde entier en parle. Et là, on est à allumer une bougie pour 1 million de victimes. Et je vous demande, en 1000, de diviser un cierge, aussi haut qu'il soit, essayer de le diviser en 1 million de morceaux pour le donner à chaque victime. C'est impossible. Et donc, pour moi, l'Europe était interdite. Et j'avais dit chez moi que je ne retournerai jamais, surtout pas en Pologne. Vous racontez dans votre livre que vous avez parlé peu, très peu. Qu'est-ce que votre fils vous a dit pour vous faire changer d'avis? Personnellement, d'abord, parmi mes camarades déportés, je disais qu'il ne faut pas parler aux enfants quand ils sont jeunes. Et qu'il pourquoi? était interdit, même si les enfants posaient des questions. Eh oui. Et où sont tes parents? Parce que les petits-enfants de 5-6 ans, ils connaissent les grands-parents du côté de la mère. Je parle des garçons, nous étions, des hommes. Et du côté du père, il n'y a rien. Donc ils demandent où sont tes parents. Et alors, moi, je disais, quand ils sont jeunes, il est interdit de leur injecter votre souffrance à vos propres enfants. Et vous ne répondez pas, vous délayez la réponse pour plus tard, quand ils seront plus grands. Est-ce que vous le rediriez aujourd'hui, en 2019? Non, je ne regrette pas. Pas du tout. Parce que je pense, mes camarades, certains qui m'ont critiqué sévèrement, ils ont parlé à leurs enfants de 5 ans ou de 6 ans en racontant en détail l'assassinat effroyable de leurs parents. Ces enfants ont été marqués. Ces deuxième générations ont de gros problèmes. Soit ils ne veulent pas se marier, soit ils ne veulent pas d'enfants, soit ils ne peuvent pas avoir une vie normale. Qu'est-ce qui vous a conduit? Parce qu'on a parlé trop jeune. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous? Alors, en ce qui me concerne, je disais, il faut rentrer dans la vie. Comme ma mère me l'avait demandé à l'âge de 13 ans, et je voulais être fidèle à la demande de ma mère, et donc dit, d'abord, c'est de rentrer dans la vie familiale et professionnelle, et on verra après. Et après, le temps passe, bien entendu, et il se trouve que notre fils, quand il a eu 21 ans, donc il était majeur à l'époque, il a pris la décision indépendamment de moi. Il est venu me voir en disant « Je sais que tu ne vas pas retourner là-bas, mais moi je vais y aller pour voir mes grands-parents paternels que je n'ai jamais connus, où ils ont disparu. » Eh bien, quand il a dit où ils ont disparu, ça commençait par une engueulade. Je l'ai grondé, il avait 21 ans quand même, c'était pas un gamin. Je l'ai grondé en disant, ils n'ont pas disparu. Ils sont là. Ils sont là dans nos cœurs et dans nos têtes.
ils existent toujours. Mais si tu veux voir où ils ont été assassinés sauvagement à Birkenau, Auschwitz, tu n'as qu'à y aller. Et en disant le mot « tu n'as qu'à y aller », j'ai ajouté quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, parce qu'il m'a dit « je sais que tu ne veux pas y aller ». J'ai dit « tu n'as qu'à y aller, mais la seule personne qui doit t'accompagner là-bas, c'est moi. Tu ne peux pas aller là-bas sans moi ». Et c'est comme ça que je suis retourné la première fois. Et c'était 50 ans après. Ginette Kolinka, vous racontez une scène hallucinante au début de votre livre, qui dit tout de notre époque, et peut-être aussi de notre rapport à l'histoire. À Birkenau, lorsque vous revenez, vous apercevez une silhouette. De qui s'agit-il ? J'avoue franchement que je ne me rappelle pas du tout ce que j'ai pu dire et je ne me rappelle pas du tout. Une joggeuse. Comment ? Une femme fait son jogging Ah à Birkenau. oui, ah, ça c'est pas aperçu, c'est croisé une femme qui faisait son jogging dans le camp de Birkenau. J'étais tellement surprise que j'ai même pas eu l'idée de lui demander. C'est quelqu'un d'autre qui lui a dit mais ça va pas. Elle faisait son jogging un dimanche dans le... C'était rare quand je vais le dimanche. Et là, j'avais accompagné... C'est il y a quelques mois, hein, c'est pas vieux, ça. Hein. Une femme qui faisait son jogging... Parce mais que maintenant, c'était vous voyez, verdoyant, c'était tout beau. C'était Ah bah ça, elles sont pas embêtées. Ils sont pas embêtés par les voitures et tout. Mais c'est ça qui est triste. C'est que maintenant... C'est pour ça qu'il faut pas y aller à certaines périodes. Quand vous... Là, on y a été en avril... Mais c'est beau, l'herbe, j'ai jamais vu une herbe aussi tendre, aussi belle, aussi verte. Il y a tellement eu de phosphate avec les morts qu'il y a eu là-bas. L'herbe, elle est superbe. Il y a un petit coin, à un moment donné, où vous avez des arbres, et 2 rangées d'arbres, et un petit ruisseau. Vous vous rendez compte, dans un endroit pareil, où on a tellement eu d'amis qui sont mortes et tout, et bien ce petit coin, chaque fois que je le vois, dans toutes les saisons, c'est magnifique. Moi, je me dis, si je savais peindre, je m'installerais avec un chevalet. L'été, c'est beau, l'automne, c'est superbe, l'hiver, c'est superbe. On arrive à trouver, dans un endroit comme ça, quelque chose de beau. Mais peut-être que ce quelque chose de beau était là aussi quand on y était, mais malheureusement, on ne pouvait pas s'en apercevoir. Hein. La raison pour laquelle je vous ai invité est double. D'abord, je trouve vos livres indispensables et très beaux, mais aussi parce qu'un sondage a été publié il y a 6 mois. Sondage qui dit la chose suivante. 1 Français sur 10 affirme ne pas avoir entendu parler de la Shoah. 1 Français sur 10. Je veux bien le croire. 2 Français sur 10 ne savent pas quand la Shoah a été perpétrée. Vous dites « je veux bien le croire » ? Oui, je veux bien le croire. Les personnes qui n'ont eu personne dans leur famille touchée par... même, il y a des familles où il n'y a eu personne, il n'y a pas eu de résistants, il y a eu... vous savez, 75 ans. Vous vous rendez compte ce que ça représente, 75 ans? Pour nous, c'était hier. Mais c'est vieux, 75 ans. C'est loin, c'est loin. Il y a des gens qui ne savent pas. Qu'est-ce que vous inspire ce sondage, Élie Buzyn ? Ce sondage n'est pas étonnant. Il n'est pas étonnant. Oui, non, moi je veux bien le croire. Hein. Je vais vous dire pourquoi il n'est pas étonnant. Là, je vais faire un peu mon autocritique aussi. En ce sens, c'est que moi, je reprochais aux gens leur indifférence. Il y avait des collaborateurs actifs avec le régime des Vichy, nazis, etc. Mais la majorité de la population était tout à fait indifférente de ce qui se passait, en disant « ça ne me concerne pas, je ne vais pas le savoir, je ne sais pas ce qui se passe, c'est fini ». Et donc, j'étais très critique envers ces gens indifférents. Mais quand il y a eu Biafra, en 1961, je crois, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus quelle année, dans les années 60, où il y a eu 1,5 million de victimes en très peu de temps, à Biafra. Et je m'étais posé la question, qu'est-ce que j'ai fait, moi, par rapport à ce génocide-là? Est-ce que j'ai réagi? Est-ce que j'ai pas... Alors que j'étais au courant, tout le monde était au courant. Eh bien non, on ne faisait pas, c'était trop loin, c'était en Afrique, c'est ci, alors on trouve toujours des choses.
Et à partir de ce moment-là, je suis devenu un peu plus compréhensif envers l'indifférence, si vous voulez, des choses comme ça. Et il est évident que c'est vrai qu'en France, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant. Après, surtout les générations suivantes ne savaient même pas, surtout s'il n'y avait pas quelqu'un dans la famille qui a été en contact, qui a essayé de sauver des juifs ou quelque chose, parce que le problème, il faut en parler aussi de juste parmi la nation, ça existe. Et cela mérite, il y a beaucoup de gens encore dont les familles ne savent même pas que leurs parents ou leurs arrière-grands-parents ont sauvé des gens consciemment parce qu'ils ne voulaient pas en parler en disant j'ai fait mon devoir, c'est tout. Oui, le silence est des deux côtés. Mais là, ce que vous Comment racontez, c'est l'indifférence. Ce que ce sondage dit, c'est que l'indifférence continue. La différence, c'est que justement, si j'ai sorti mon deuxième livre, ce que je voudrais transmettre, c'est sensibiliser par la parole Et à l'indifférence. se battre contre cette indifférence.